Ça fonctionne? Oui. Bonjour et merci à tous d'être là pour la conférence autour de la data en restauration, comment on la collecte et comment on la fait fructifier. Et pour nous accompagner aujourd'hui autour de ce grand sujet, écoutez, on reçoit des grands noms, dont Serge Sosonov, qui est juste à ma gauche, qui est le CEO de iKentoo. Vous avez créé iKentoo en 2011 en Suisse, à Genève. C'est une caisse POS sur iPad avec un système de gestion adapté spécifiquement au CHR et certifié NF525. L'objectif, c'est de pouvoir piloter son établissement à distance et en temps réel. Aujourd'hui, vous équipez plus de 4000 établissements. C'est exact, oui. 28 pays où vous êtes présents et des bureaux à Genève, à Zurich, à Lausanne et à Paris également. Exactement. Nous sommes aujourd'hui. Le restaurateur peut donc obtenir ces chiffres directement sur son mobile et agir aussi simultanément en temps réel, où qu'il soit, quand il le veut, et héberger en même temps ces données via le cloud et la blockchain que vous avez mis en place tout dernièrement. Tout à fait. Et en restauration rapide, vous équipez des sociétés comme Classcroute, Yogurt Factory, le plus grand restaurant d'Europe, La Felicita, avec le groupe Big Mama que vous suivez depuis le début, mais aussi la restauration commerciale indépendante, les hôtels et les restaurants d'hôtels que vous accompagnez. Et nous verrons ensemble, à partir des datas collectées par la caisse, comme un point crucial en restauration pour récolter des datas, comment on peut optimiser aujourd'hui son établissement et ses performances, surtout. À ma droite, j'ai Alexandre Mezoué, qui est CEO de Planète Sushi, oui. Qui administre Planète Sushi depuis le mois de septembre. Vous êtes à la tête de plus de 50 établissements en propre et en franchise. Et une marque, c'est aussi une marque qui a fêté ses 20 ans cette année. L'entreprise réalise 60% de son chiffre en livraison, 25% à emporter. Donc il ne reste pas grand-chose pour le sur place quand même. Et vous allez inaugurer votre nouveau concept à Puteaux en avril. Oui, fin avril. Bonjour à tous. Avec une refonte totale du concept. Grâce à l'analyse de la data, vous avez justement pu refondre votre concept et correspondre aux attentes des consommateurs. Et on verra justement comment les data vous y ont aidé. Et vous considérez que la transformation aujourd'hui des entreprises, elle passera avant tout par le digital, ce qui est en tout cas le cas par Planète Sushi. Et on verra justement comment la data vous a aidé à refondre le concept. À ma gauche, Iyeb Djebali, directeur du développement de Otakos Corporation depuis 3 ans. Bonjour à tous. Et Kinshompa. Aujourd'hui, Otakos, c'est 227 établissements avec Anderlecht, de tout dernier ouvert. Samedi, ouais. Dernier, on a également réouvert le restaurant de Pigalle, samedi. Bon, donc tout va bien. Pas mal de mise en place, de nuits courtes, ouais. On imagine. On court. Otakos, c'est le phénomène de la restauration rapide en France. Depuis plus de 10 ans. C'est un phénomène aussi sur les réseaux sociaux, où il y a une écoute active qui est organisée par l'entreprise, et où les consommateurs eux-mêmes se mettent en scène. Chez Otakos, c'est une vraie institution, et il y a une écoute active qui vous aide aujourd'hui à progresser, à correspondre aux attentes des consommateurs. Et il y a un grand point également de différenciation chez Otakos, c'est que l'on peut choisir son tacos. Il n'y a pas de mauvais tacos, il n'y a que de mauvaises compositions, ce qui laisse plusieurs millions de possibilités de créer son tacos et de payer aussi le juste prix, comme on le souhaite. Voilà, donc on verra comment, au travers du social listening, ce qu'on appelle le social listening aujourd'hui, l'écoute des réseaux sociaux, vous performez et réussissez
à vous développer plus vite que McDonald's aujourd'hui en France. Serge, on va commencer ensemble. Bonjour. Donc la data, on en parlait, c'est un vaste sujet. La caisse, c'est un point névralgique par lequel quand même déjà beaucoup d'informations passent quand on gère un établissement. Comment la caisse peut-elle aujourd'hui aider un restaurateur à être plus performant? Déjà, Alors, c'est la question. Comme vous l'avez dit, effectivement, tout passe par la caisse enregistreuse. Toutes les informations nécessaires pour faire tourner l'établissement passent par cette caisse enregistreuse. Et plus elle est capable d'enregistrer ces informations et de les garder, plus on peut utiliser cette information pour faire des conclusions. Ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, le fait de stocker une quantité énorme d'informations sur laquelle plus tard on puisse faire tourner des algorithmes ou d'autres choses pour comprendre pourquoi certaines choses arrivent. On va partir sur un exemple concret peut-être d'une station de ski qu'on a équipée qui avait une 12-13 points de vente, tous sous gérance. Et donc tout le monde s'occupait un petit peu de leur menu, ils vendaient ce qu'ils voulaient. Et les personnes, les dirigeants, ils ne comprenaient pas ce qui se passait finalement. Il y avait du chiffre qui rentrait, mais c'est tout. Et ils ont décidé d'équiper tous les établissements d'Iken2 et ça a pris à peu près 2 mois pour comprendre que déjà, sur des pistes de ski, on vendait du poisson. Et ils se posaient la question de pourquoi est-ce qu'on vend du poisson quand la plupart du temps, on vend que du fondu et des burgers. Et donc tout de suite, ils ont pu, grâce à un accès à ces données, ces informations, comprendre qu'il y avait des choses qui étaient loin d'être optimisées. Et du coup, ils ont pu enlever le poisson de leur menu, finalement, parce qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, et augmenter le menu avec peut-être plus de vin blanc pour accompagner les fondus. Donc ils ont pu regarder quels sont les produits qu'on vend, et avec ces produits qu'on vend le mieux, quels sont les produits qu'on vend avec ces produits, pour créer des offres et justement pour améliorer l'offre pour le restaurant. D'accord. Aujourd'hui, il y a une nouvelle fonction qui arrive, surtout dans vos entreprises, pas encore dans les grandes chaînes de restauration, bien que certains ont des data scientist officers qui arrivent, des data mentalistes, etc. Enfin, toute une analyse de la data qui est réalisée. Comment c'est en place chez vous et comment ça vient aussi en aide aux restaurateurs? Donc effectivement, aujourd'hui, on a une quantité tellement grande de données qu'on ne peut pas l'analyser sans l'aide informatique et algorithmique. Donc on a effectivement des data scientists qui travaillent chez nous. Et le restaurateur aussi, il a autre chose à faire. Alors lui, que d'aller fouiller dans tous ces chiffres. Tout à fait. Il a finalement une somme colossale de chiffres. Tout à fait. Donc c'est le data scientist qui va sortir des algorithmes pour diluer cette quantité d'informations pour pouvoir sortir des informations très pertinentes au restaurateur et lui éviter tout le challenge de devoir analyser les chiffres et les informations et les numéros qu'on lui présente. Donc effectivement, on a des data scientists qui vont créer des algos, qui vont les apprendre comment fonctionnent certaines choses basées sur les données historiques de l'établissement pour effectivement en sortir des chiffres. Quelques exemples, c'est alors on a le prédiction de revenus qui est un petit peu plus aujourd'hui, tout le monde en parle un petit peu, mais on a aussi la prédiction de gestion de stock, c'est-à-dire attention, dans 2 semaines, vous risquez plus d'avoir de Coca-Cola, basé pas juste sur le pur fait qu'on vend des Coca-Cola, mais aussi prenons d'autres variables en compte pour créer une vraie algorithme, exactement. Sur les événements à venir. Ouais. Ce qu'on appelle en anglais predictive stock, en fait. Predictive stock analysis. Éventuellement de tenir compte de la gestion hôtelière. Les hôtels sont pleins à un côté, donc forcément, il va y avoir des répercussions sur nos produits en restauration et le nombre d'utilisateurs et de consommateurs que l'on va retrouver. Oui, on parlait aussi, une classique, c'est au niveau du temporary staffing, comme on appelle ça, de comprendre que dans 2 semaines, on va être complètement dépassé par les événements parce qu'il y a les vacances qui tombent en même temps, qu'il va faire grand beau, et puis que les terrasses, il faut l'ouvrir, et puis du coup, il faut engager 5 personnes de plus. Donc, cette predictive revenue, en fait, cet algorithme-là permet beaucoup d'autres choses grâce au fait qu'on puisse prédire qu'à cause de variables X, Y, Z, ça va être une journée ou une semaine très chargée. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui fait son apparition ou qui est déjà installé? Alors, c'est quelque chose de nouveau, et une des raisons pour laquelle c'est nouveau, c'est parce que
trouver des solutions de caisse où tout est connecté et toutes ces données remontent à un point central était très difficile à l'époque. Donc cette mobilité aujourd'hui et ce mouvement de digitalisation, elle amène le fait qu'on puisse facilement centraliser toute cette information pour ensuite faire des analyses. Ok. Et on récolte tous les résultats qui viennent d'un site e-commerce, d'une application dédiée, comme c'est le cas chez Planet Sushi notamment. Tout à fait. Et aussi la compréhension des clients, les consommateurs, Bah oui. qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Et tout ça, on peut mélanger avec d'autres data qui viennent de d'autres sources, typiquement le social listening ou autres éléments. Et on agrège tout ça ensemble pour en fait en déduire comment améliorer certains aspects. Alexandre, justement, on pensait que chez Planet Sushi, le sushi était exclusivement féminin. En fait, en regardant les données, on s'est rendu compte que les hommes aussi, aujourd'hui, mangeaient du sushi. Donc vous avez dû revoir votre copie en conséquence lors de l'élaboration de votre concept. Alors, entre autres, effectivement... Quel constat vous avez pu faire ? Alors, plein de choses. Moi, je retiens de cette première intervention, tout est nouveau, tout va très vite. Et effectivement, la vérité d'hier est un peu moins celle de demain et toujours pas celle d'aujourd'hui. Mais bien sûr qu'on a besoin de toutes ces datas clients, bien sûr qu'on a besoin du maximum d'informations pour prendre la bonne décision en temps réel. Nous, la nouveauté, on pilote un gros projet de transformation. Ça y est, c'est en marche. Premier point de vente, vous l'avez rappelé, début avril. Et c'était effectivement à partir de là, comment finalement faire en sorte que dans les entreprises, les achats, le marketing, chacun dans son coin, entreprise en mode silo, on puisse effectivement avoir plutôt une entreprise en mode ressources et plateforme sur laquelle chacun puisse aller piocher sa data au service du collectif, au service du projet de transformation. Et donc c'est aussi un vrai projet d'entreprise et de partage de l'entreprise. C'est fini l'époque où la data était centralisée chez le DSI et redescendait quand on lui faisait une demande. C'est fini l'époque, on y travaille. Encore une fois, on essaye de décloisonner effectivement, mais oui, c'est demain, à quoi ça va servir de savoir que notre client est finalement pas si féminin que ça, mais va être un peu masculin, et comment ça va impacter potentiellement à tous les niveaux du projet de transformation. Donc ça, évidemment, pour nous, mais là, je pense que je prêche à des convaincus, c'est pas chacun dans son coin qui détient l'information, donc le pouvoir qui avance, mais c'est comment cette data devient partagée par le plus grand nombre et comment ça fait sens dans l'entreprise, des réseaux sociaux bien sûr, mais aussi les caisses, les clients, pour faire quoi, comment, l'impact sur mes menus, avec des choses, et c'est là, à mon sens, le primordial, c'est comment tout ça devient simple. Parce que si on monte des usines à gaz derrière, et ça fait toujours peur, les algorithmes, les data scientists, mais comment on arrive derrière à vulgariser tout ça pour le plus grand nombre et faire en sorte que très concrètement, moi je suis restaurateur et demain je dois servir des clients et remettre mon sac avec de bons sushis à l'intérieur, comment mettre cette data au service du collectif pour pouvoir réussir à délivrer ça. Savoir combien de sushis vous allez vendre un soir de match, être prédictif, c'est quand même important, j'imagine. Vous ambitionnez en fait de doubler le nombre d'unités en 3 ans. Oui. Est-ce que la data va vous y aider particulièrement et va être un support nouveau pour vous déployer? C'est évident, là, celui qui dit aujourd'hui je vais nourrir un plan de développement au doigt mouillé parce que je pense que Amiens c'est exactement pareil que Reims et je trouve que ça ressemble à Compiègne, c'est un peu compliqué. De la même façon, pour un profil de franchisé, j'ai profilé mon franchisé type, je vais le cloner et puis je vais développer tout ça. Aujourd'hui, il y a évidemment une ressource data, information, et après derrière, comment on met en œuvre tout ça. Ça remplacera jamais les rapports humains, jamais le déplacement sur le terrain, mais comment dans mon aide à la décision, je vais pouvoir m'appuyer sur quelque chose d'un peu scientifique, qui n'enlèvera jamais la prise de décision finale. On peut aussi faire l'inverse de ce que nous couche le modèle, aux dames parfois des data scientists. Mais c'est l'intérêt, c'est qu'on peut essayer. L'intérêt, je ne sais pas. Le test and learn aujourd'hui fait partie
une petite prise de risque On est qu'il faut prendre d'accord. en considération. Au risque que ça devienne totalement schizophrène, je pense que c'est assez important, oui, mais du coup, j'ai cette aide à la prise de décision qui va me permettre, en connaissance de cause, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Vous avez décidé de mettre en avant le libre service aujourd'hui, Oui. dans le parti prix service justement que vous allez offrir aux clients. C'est un choix qui est là pour aussi doper le déjeuner. Est-ce que la data a été importante dans cette prise de décision? Ou est-ce que c'est plus l'expérience terrain, ou c'est les deux qui ont fait que vous avez pris cette décision? Les deux, mon capitaine. Oui, non, et évidemment, il y a un ressenti terrain, il y a l'évolution du marché, où aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais soit on fait de l'expérientiel, nos confrères le font très bien, soit effectivement on est pratico-pratique. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de naviguer entre les deux. Et la data nous a permis, effectivement, on parlait de test and learn, de coucher ça sur le papier et d'aller plus en avant en mode focus group, tester des choses sur du pricing, du digital, de l'innovation, voir comment demain le sushi en libre service, qui existe peu ou pas, contrairement à ce qu'on va retrouver dans des pays anglo-saxons, des marques ô combien belles, des Kojans prêts à manger exquis sur la restauration rapide midi-semaine, comment on vient prendre modestement notre part d'estomac sur la partie sushi. Et là, très concrètement, on sait pourquoi on va faire évidemment du froid, mais aussi du chaud. On sait pourquoi on attend de mettre de linéaire demain, grâce effectivement à une data et des données qui commencent à intégrer des modèles. Oui, et avec un trafic également qui est prédictif, que vous avez estimé et que vous pouvez ainsi faire évoluer. Hein. Tout à fait. Donc, vous avez quand même beaucoup de portes d'entrée avec l'application mobile aussi que vous avez développée. Et qui permet justement de pouvoir qualifier les personnes, mais aussi de les relancer, de leur envoyer des notifications. C'est quand même très pratique à partir et de pouvoir aussi gérer leurs préférences. Oui, complètement. On s'aperçoit que c'est finalement sans fin. Dès qu'on met le doigt sur un petit sujet, c'est très difficile de cloisonner. La data est partout et c'est, je pense, le cœur du sujet aujourd'hui. Il ne faut pas s'y perdre non plus et rester quand même les pieds bien dans la glaise là, dans nos métiers de restaurateurs. Mais tout ça, c'est de l'aide à la décision à tous les étages pour mener un plan de développement, pour faire évoluer un concept. Et là-dessus, on a de plus en plus besoin de s'appuyer sur des experts. La vraie difficulté de l'exercice, c'est que là, ça devient de plus en plus précis et de plus en plus pointu. Et du coup, la difficulté de multiplier le nombre d'intervenants, mais c'est trouver le bon partenaire qui va bien comprendre et à nous de bien exprimer notre besoin. Parce que je pense qu'on peut faire plein de choses aujourd'hui, mais encore faut-il savoir où on veut aller. Et à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles pages à écrire en restauration. Donc se faire accompagner Oui, et collaborer, oui, bien sûr. c'est une clé pour réussir et faire en sorte que le changement Oui. passe dans tous les services et d'une entreprise et auprès des clients également. Oui, je pense toujours- que c'est à tout niveau. Encore une fois, si le projet est uniquement technique, on passe à côté de quelque chose. Ça doit être avant tout un projet humain. Évidemment en interne, compris par le plus grand nombre, sans parler d'intelligence collective et autres, et après derrière, faire un peu de pédagogie et évangéliser auprès du consommateur. Et tout ça, c'est pas juste du technique en amont, en back-office, en front-office, une solution technique qui facilite la vie du client. Il y a besoin d'un peu d'accompagnement du changement, oui. J'ai rien inventé, je pense. Si, c'est encore totalement nouveau hein, de partager la data. Ouais. C'est pas si courant dans les entreprises. Mais la data comme le reste. Mais finalement, aujourd'hui, c'est avec la data et certains ne veulent pas du tout la partager. Mais aujourd'hui, en mode collaboratif, participatif, je pense qu'on ira tous un peu plus de l'avant. Oui. Oui, bien sûr. IEB, vous avez d'autres problèmes. C'est l'engouement des consommateurs. Ouais. Vous êtes la marque en food la plus influente en France, avec 2,5 millions de followers sur Facebook. Uniquement Facebook, ouais. Mais 4 millions sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Et Instagram, celle Twitter. qui a également le plus d'engagement, d'interaction. D'interaction avec les consommateurs. Ouais. Voilà, où les gens s'approprient la marque, se filment, se mettent en scène, on le disait.
Je les compare comme des fans de club de foot. Voilà, Ouais. Ils sont vraiment attachés à la marque, à notre enseigne, à notre histoire. Vous avez même créé des groupes, des vrais ambassadeurs de marque. Ouais. Hein, vous faites les ouvertures avec eux, avec les super fans, Ouais, des notamment. influenceurs. Tirage au sort, voilà, pour dire quelles sont les villes que vous allez ouvrir en Facebook Live. Voilà. Tout ça, ça vous permet d'obtenir quand même énormément d'informations. Vous me disiez quand on avait préparé cet entretien que les gens en fait vous disaient dans quelle ville vous attendaient. Ils vous trouvaient même les lieux, ce qui est quand même relativement fort, ce qui aide quand même beaucoup. C'est assez impressionnant. Alexandre tout à l'heure disait qu'il ne pouvait pas définir son plan de développement à travers la data. Bon, si, il peut, mais nous, on a une autre data avec laquelle on arrive à définir notre plan de développement. Donc, comme tu l'as dit, Pascal, on a des exemples concrets. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent interagir avec nos community managers, nous dire où ils veulent leur restaurant au tacos, dans quelle rue, dans quel secteur précis. Et c'est assez intéressant pour nous de savoir où le consommateur peut se rendre pour finalement que nos restaurants connaissent un grand succès. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Donc on sonde énormément nos fans sur les réseaux sociaux et on arrive à définir très précisément les emplacements sur lesquels on doit aller. Oui, les emplacements, mais aussi les expressions. Quelles émotions aussi ils mettent autour de cette consommation d'un sandwich chaud avec les frites à l'intérieur, personnalisable à l'envie. C'est quand même très important d'avoir... l'émotion, c'est ce qu'on recherche le plus. Effectivement, quand on est une marque alimentaire, on symbolise aussi le plaisir. Comment vous analysez ça, en fait? Et comment ça vous aide, vous, dans votre travail de développeur, de développement en franchise? Ouais. On peut parler de différents sujets, comment on travaille cette data qui est pour nous la plus réaliste. Le social listening, c'est aujourd'hui vis-à-vis de nos consommateurs les informations les plus précises qu'on peut avoir pour adapter, pour créer une nouvelle offre, pour savoir où on veut s'implanter. Et si vous voulez, nous, pour vous expliquer un peu notre configuration, tête de réseau, donc on a tout un pôle marketing dédié avec 2-3 community managers, des agences aussi spécialisées dans la partie interaction avec le consommateur. Et on arrive vraiment à travers ce biais-là, savoir où, comment et qu'est-ce qu'on doit faire pour le consommateur de demain. Et quels produits aussi? Comment? Et quels produits aussi? Quels produits? Alors ça, je peux vous donner des exemples concrets. Mettre en avant dans le nord, dans le sud. C'est ça. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, nous, on a su à travers cette donnée-là comment adapter l'offre selon les régions. On savait par exemple précisément que dans le nord, il fallait adapter les sauces, chose qu'on n'a pas faite au départ du lancement de Otakos. Donc à travers un peu le retour consommateur qu'il peut y avoir. Excusez-moi, mais ce qui vous coûte le plus cher, c'est la sauce fromagère, on est d'accord? Ça, c'est une chose qui est sûre, c'est notre ADN. Mais maintenant, les sauces complémentaires. Par exemple, je ne sais pas si les personnes au sein de la salle connaissent la sauce Hannibal. C'est une sauce qu'on ne connaissait pas, nous, au départ de notre aventure. Et à travers les échanges qu'on a pu avoir, les consommateurs, notamment lillois, parce que c'est là qu'on avait ouvert en premier lieu à Lille, on a su qu'il fallait la mettre très rapidement. Chose qui a été très appréciée par nos consommateurs par la suite, parce qu'on a reçu des messages en privé. Merci de nous avoir mis la sauce Hannibal très rapidement. Donc, ça me permet, et même dans le sud, c'est la même chose, partout en France et même en Belgique, on a réussi à adapter notre produit selon les envies des consommateurs à travers l'interaction qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux. Bien. Donc voilà, au travers de ces 3 témoignages, on a vu que la caisse était une porte d'entrée, que le parcours physique aussi, mais aussi le social listening était aujourd'hui une vraie partie intégrante en fait de la connaissance de ces consommateurs, et que la data était relativement partout. On ne parle même pas du tracking que l'on peut faire hors magasin pour attirer les clients chez soi. Enfin, la data, il y a quand même beaucoup de sujets également. Si vous avez des questions
On va y répondre. Bonjour. Allô. Bonjour. Je m'appelle Benoît, je suis restaurateur indépendant à Paris. Je retiens essentiellement de vos interventions que la data est aujourd'hui vitale, qu'elle est importante, qu'on ne peut pas passer à côté, qu'il faut avoir des systèmes ouverts et que souvent elle est centralisée au niveau de la caisse. Ce que j'aurais bien aimé que vous abordiez deux sujets, deux questions. La première, c'est qui s'occupe de traiter la data dans un établissement et comment. Et il y a deux types de restaurateurs. Il y a le restaurateur, il y a le groupe, il y a la chaîne. C'est ce dont vous êtes. Là, vous avez eu effectivement la réponse de chaîne. C'est ça. Donc les chaînes, on va simplifier la réponse en disant qu'on peut estimer qu'elles sont hypersensibles sur l'importance de traiter la data et du retour sur investissement qu'elles peuvent en avoir. Donc de l'investissement qu'elles peuvent y mettre pour la traiter. Pour l'indépendant ou la personne qui a 1, 2 ou 3 restos, c'est un peu plus complexe. Et la question pour l'indépendant, c'est quelle solution vous voyez pour qui va la traiter et comment. Serge, vous voulez répondre? Alors ça passe notamment par les caisses. Par les caisses, en deux mots, et je vous laisserai parler. Par les caisses, vous nous avez déjà programmé un ensemble de choses, vous ou vos collègues ou concurrents, qui nous donnent des graphes et des camemberts assez simples, mais comme vous le dites, qui sont universels et qui ne donnent pas la bonne info, la bonne data pour tel et tel restaurateur. Donc, est-ce que vous mettez en place des systèmes, des data analyzers, pour nous aider à aller plus loin? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses ou à d'autres? Qui est comment? Merci. Alors effectivement, donc nous, en tant que fournisseurs de caisses, on essaie de trouver d'abord les solutions les plus génériques pour faire plaisir à tout le monde. Et plus on va loin, plus ça se spécialise par rapport au type de restaurant, au type d'établissement, fast-food, assise à table, etc. Donc on s'arrête à un certain moment donné où on ne peut plus faire du générique et on doit trouver d'autres solutions pour offrir à ces restaurateurs des solutions pour aller chercher des informations qui sont spécifiques à eux, mais qu'on maintient. Donc effectivement, il y a deux aspects qu'on peut discuter là-dedans. Une, c'est l'analyse de ces données avec des algorithmes. Typiquement, nous, on a des idées d'index de santé où finalement, on peut créer 3 index de santé pour un établissement. Et vous, en tant que gestionnaire, vous allez voir, on est à 5,5 aujourd'hui, tout va bien, sans devoir aller creuser plus loin dans tous les détails des informations, parce que tellement il y en a que vous allez passer de toute façon 1 heure, même si on les sépare pour vous. Et l'autre aspect, c'est effectivement donner la possibilité de manipuler ces données pour les mettre en format d'une manière qui vous parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne des tableaux qui sont prédéfinis X et Y, mais dans le futur, vous allez faire peut-être du drag and drop pour dire, en fait, j'aimerais connaître le revenu pour ce produit par ce catégorie-là et faire des drill down dans ces données parce que c'est important pour vous. Mais c'est spécifique à vous. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'avance pour vous. Donc je dirais que ça, c'est un petit peu les deux axes aujourd'hui sur lesquels on progresse. Une, c'est l'analyse de ces données avec des algorithmes pour essayer de diluer au maximum. Et le deuxième, c'est de vous donner plus de flexibilité dans la façon que vous visualisez ou vous traitez ces données. Et juste du coup, un regard chaîne. Évidemment, j'ai de la structure, j'ai des équipes, le digital est au cœur du projet d'entreprise, donc directeur digital, une équipe derrière. En tant qu'indépendant, je me permets ça, avec ma barbe blanche, voilà, je ne suis pas un petit jeune techos dans mon coin. Ne raisonnez pas en « il va falloir que j'investisse », donc le retour sur investissement. Vous ne pouvez pas ne plus traiter la data aujourd'hui, même en tant que restaurateur indépendant. Alors, il faut choisir vos combats. Je ne suis pas sûr que vous créiez de la structure 5 personnes pour 1, 2, 3 établissements pour piloter ça. En revanche, il y a des solutions qui existent en mode très agile. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, mais ça permet déjà sur quelques combats, ne serait-ce que d'extraire les données effectivement de la caisse
quel client et casser les idées reçues. On en parlait même pour nous tout à l'heure. On pensait que c'était une femme chez nous, 25-35 ans, CSP+, c'est plutôt un homme, plutôt quadra et CSP+, et CSP-. Même dans des chaînes, on arrive à apprendre 2-3 bricoles de temps en temps. Mais en tant qu'indépendant, c'est choisir vos combats, pas tout mener en même temps, mais il y a vraiment des solutions en mode agile, vos clients, la fréquentation, productivité, selon les choix qui sont les vôtres, mais on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. D'autres questions? Bonjour, Christine. Bonjour, Du Christine. coup, vous avez beaucoup parlé de data interne. Donc moi, j'avais 2 questions. C'est est-ce que vous utilisez des données externes? Lesquelles? Et après, quelles sont les datas qui vous manquent aujourd'hui voilà, pour votre activité, Alexandre et Yeb pour Otakos? Quelle data externe auquel Oui, quelle data externe vous utilisez par exemple pour faire vos prévisions? Ou quel type de data externe? Est-ce que ça va être la météo? Est-ce que ça va être... voilà. Ah, d'accord. Et quelle data vous manque aujourd'hui pour mieux piloter l'activité? Yeb, La data externe, oui. Merci. C'est ça concerne quand on installe une franchise. C'est important effectivement d'avoir très, des données très, très extérieures. important. Très important pour nous. C'est une très bonne question. C'est une data qui est souvent inaccessible, qui est très dure à avoir, mais quand on l'a, je vais parler de manière très transparente, par exemple les chiffres des concurrents, c'est une donnée qui est la plus utile dans mon travail, qui est le développement. Mais il faut l'avoir. Ça, c'est une chose qui est très difficile à voir, mais pour nous, en tant que développeurs, c'est une donnée qui est vraiment utile pour nos implantations. Donc ça, c'est à mon statut à moi, c'est la donnée qui est la plus importante. Voilà. C'est le potentiel d'une ville, le potentiel d'un quartier, c'est ça. le nombre de personnes équipées d'un mobile à proximité, Exactement, C'est c'est le les nombre de événements- flux, le flux piéton, flux les voiture. événements annuels qui vont rythmer la ville. C'est ça, les événements sur des grandes places, en centre-ville, c'est des choses aussi qu'on regarde, qui permettent d'envisager des C'est le des potentiel implantations. global d'une Voilà, ville. c'est en ça. fait. C'est connaître si la future implantation va être viable, tout simplement. Et donc, c'est cette data-là externe, il faut qu'on l'ait pour pouvoir s'envisager, voilà, dans le futur. Et comment vous la procurez? Non, mais c'est pas forcément. C'est un peu la question. C'est ce que je vous disais. Elle est très dure à avoir. Donc après, vous avez des possibilités, par exemple sur société.com, de voir un peu les bilans d'autres concurrents, de connaître un peu ce Là que aussi, c'est. le social listening, il est très important en Là- amont. Alors là, oui et non. C'est pas plus. Faut aller chercher la data, non pas dans les réseaux sociaux. Il faut aller chercher dans les bilans, chez nos concurrents. voilà, C'est le plus C'est important. notre dark marché à nous. Le dark marché des restaurateurs avec les chiffres qui passent comme ça. Voilà. C'est plus ça, ouais. Et Une pour autre question et pour ma part, du coup, comme on est acteur de la food delivery, 60% de notre chiffre d'affaires, on a des agrégateurs, là, des nouveaux entrants, type Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, qui ne partagent pas beaucoup leurs données. Ils sont pas prêteurs, ces gens-là. Ils veulent bien avoir notre base de données, mais ils ne prêtent pas beaucoup la leur. Merci. Une dernière question. Je suis désolé. Pardon. Il y a quelqu'un avant moi? Ah, ok. Bonjour, je m'appelle Younes. Moi, je suis Customer Success Manager dans une boîte qui s'appelle Comet. Voilà. C'est tout ce qui est freelance, tech et data. Donc, je sais l'importance de la data aujourd'hui. Je ne suis pas expert. Donc, je vais m'adresser à Pascal et à Yeb. Non pas que je ne veux pas vous parler, messieurs, mais je suis en fait un consommateur des deux chaînes. Je suis plutôt convaincu en fait, voilà, par ce qu'ils proposent. Bien que je consomme plus du Planet Sushi, et ça c'est mon régime qui veut ça. Désolé. Donc ma question c'est, on sait en tout cas que vous savez en fait nourrir votre communauté, si j'ose dire, de consommateurs. Vous savez les faire grandir avec vous. Mais moi je me demande en amont déjà comment on se crée une communauté en fait. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Comment on fait pour avoir une première... Est-ce que c'est simplement en répondant à un besoin? Est-ce qu'il faut faire appel à des influenceurs? Est-ce que... On se tutoie. Tu l'as dit, il faut savoir créer le buzz.
chose qu'on a faite dès le départ, en 2014-2015, à travers des influenceurs. Pour te donner une petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde du hip-hop. Nous, on avait un chanteur qui s'appelait L'Artiste, qui avait communiqué à travers notre marque, à travers son Snapchat, juste à travers une petite vidéo. Et c'est là que tout a commencé en 2014, notamment à Ivry-sur-Seine, qui est une de nos premières succursales. Le lendemain de ce Snap, on avait une file d'attente de 1h30. 1h30. C'est là vraiment que tout a pris et qu'on a pu commencer notre aventure et de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était vraiment le buzz qu'on a pu créer en 2014. Ouais. Et vous, Pascal, c'est aussi un rappeur? C'est Alexandre. Pascal, c'est Alexandre, lui, excusez-moi. Non, mais Plate Sushi, ça va, je vois, je m'y retrouve. Non, pas de rappeur. Alors nous, c'est un peu différent. La marque a 20 ans. À l'époque, c'était vraiment le bouche à oreille qui faisait qu'on avait aussi, on est un peu nostalgique de ce temps-là que j'ai pas connu, mais on avait la queue devant nos restaurants et là, il y a un gros travail à faire. Là, on a des beaux modèles. Ça laisse songeur, rêveur et sans flagornerie aucune. On s'aperçoit que là encore, on peut avoir un super produit. Je pense que c'est notre cas. On peut avoir une marque forte, c'est toujours notre cas. Mais derrière, comment on fait la différence dans ce paysage et comment on est en capacité de venir soit faire revenir le client, soit faire venir un peu plus souvent notre consommateur. Et là, pour le coup, on vient sur des sujets data, réseaux sociaux, comment je vais influencer et comment, du coup, je vais donner une occasion de revenir dans mes points de vente. Merci. Merci à vous. Merci. Écoutez, on vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que vous avez trouvé pas mal de réponses. On remercie en tout cas les intervenants, je pense à Ieb en particulier, à Alexandre, parce que se joue en même temps le salon de la franchise, sur lequel les enjeux sont importants pour les deux enseignes. Donc voilà, donc elles sont suffisamment éloignées pour ne pas tirer les mêmes personnes, je pense. Merci en tout cas d'être venus. Merci à Ikentu d'avoir représenté la caisse, qui est un point toujours crucial aujourd'hui. Et puis à très bientôt. Et venez discuter avec nous dans les allées si vous nous revoyez. Voilà. Merci. Merci à vous.